L'épopée des maîtres Shabazz, cours du professeur maître Farid Teirouka Shabazz, l'école magistrale Shabazia. Nos enseignants nous ont toujours dit que l'histoire du monde noir n'avait pas de commencement car celle-ci renvoie tellement loin dans le passé qu'il nous est impossible d'en saisir le début. Pour nos contemporains nourris à la pensée dominante occidentale, une telle assertion relève du fantasme anti-scientifique, tant la science historique officielle aurait déjà, selon eux, défriché tous les ronds-coins du chemin broussailleux de notre passé historique. Ainsi, la frise élaborée et distribuée par la pensée dominante dans les cours d'histoire dichotomise le passé en deux grandes parties bien définies. Tout d'abord, il y aurait l'histoire, période dont le début coïnciderait avec l'invention de l'écriture il y a environ 6000 ans. Et il y aurait la préhistoire qui correspondrait à la période antérieure à ces 6000 ans et qui serait caractérisée par une obscurité civilisationnelle complète. Aussi, quand nos maîtres nous parlent de certains moments historiques de nos devanciers d'il y a 50 000 ans, comme l'épisode de la migration des Shabazz vers le cœur de l'Afrique, il est évident que pour la pensée majoritaire, il ne s'agirait là de rien d'autre que d'une fable, d'une légende au mieux, d'une farce, d'une marque d'ignorance totale ou pire. Car pour eux, parler de civilisation en des temps aussi reculés serait oxymorique face à la vérité historique. L'enseignement officiel présente les hommes, ou plutôt les hominidés, de cette époque comme de vulgaires ères sachant à peine s'exprimer, ou comme de vils cueilleurs-chasseurs, se nourrissant de viande crue et vivant dans les grottes ou dormant à la belle étoile, dans les savanes africaines. En somme, c'est par excellence l'image d'Épinal de l'homme des cavernes, communément appelé homme préhistorique. Par conséquent, celui que les historiens appointés par le système dominant nomment l'homme préhistorique, donc l'homme vivant il y a plus de 6000 ans, est présenté comme un rustre de la pire espèce, un sauvage des plus rétrogrades, réfractaire à toute forme de civilisation. Alors parler d'un épisode datant d'il y a 50 000 ans, c'est quasiment parler de primatologie. Mais pourtant, l'auteur antique Plutarque décrit dans son livre Osiris et Isis une autre réalité concernant cette période où il nous apprend, pour le cas de l'Égypte antique, du moins que celle-ci, était civilisée, et ce déjà à l'époque d'Osar, Osiris entre parenthèses. Sous la plume d'un des plus grands savants de l'Antiquité gréco-latine, le mot civilisation ne doit pas être pris à la légère, car n'oublions pas que ces penseurs gréco-latins étaient prompts à taxer tout autre peuple de barbares, se voyant eux-mêmes quasiment comme les seuls peuples civilisés de la terre. Voilà ce qu'il écrit. Je cite: « Dès qu'Osiris régna, il arracha aussitôt tous les Égyptiens de leur existence de privation et de bêtes sauvages, leur fit connaître les fruits de la terre, leur donna des lois et leur apprit à respecter les dieux. Plus tard, il parcourut la terre entière pour la civiliser. Il eut très rarement besoin de faire usage de la force des armes, et ce fut le plus souvent par la persuasion, par la raison, parfois aussi en les charmant par des chants et par toutes les ressources de la musique qu'il attira vers lui le plus grand nombre d'hommes. » Plutarque, Osiris et Isis, traduction nouvelle prolégomène, et note par Mario Meunier, page 54, pour la référence. Il s'agit là d'un propos d'un homme d'une grande érudition, d'une grande culture doublée d'une bonne renommée, introduit et initié au savoir scientifique antique et qui avait accès
aux pléthoriques bibliothèques des temps anciens dont s'était dotée la vallée du Nil au fil des millénaires. Le tableau qu'il nous brose de cette Égypte mythique, qui le précède de plusieurs dizaines de milliers d'années, est très loin de ce que l'on a coutume d'entendre au sujet des hommes ayant vécu avant le commencement officiel de l'histoire il y a 6000 ans. Dans la pièce historique que présente Plutarque, il est question de raison, de loi, d'agriculture, de musique, de religion, en tous les cas de toute la panoplie d'éléments caractéristiques des nations ayant eu commerce avec la civilisation familière et coutumière, de la norme, de l'effort, de l'anticipation et de la réflexion. Comme on le voit, nous sommes très loin de l'image du bon sauvage qui végéterait dans des grottes vivant au jour le jour. Ces dépositions historiques doivent nous pousser à interroger la pertinence du découpage de l'histoire tel qu'aujourd'hui enseigné et qui postule qu'avant 6000 ans n'aurait régné que le néant civilisationnel. La date de commencement de la civilisation, à proprement parler, devrait être davantage repoussée dans le passé. Le point historique de 4000 ans avant Jésus-Christ ne correspondant pas à notre réalité africaine de la civilisation. D'autant plus qu'en 1961, le mathématicien, philosophe et orientaliste français René Schweiers de Lubigs, dans son œuvre monumentale Le roi de la théocratie, nous édifie sur des éléments scientifiques de l'histoire de l'Égypte pharaonique qui portent à penser qu'une civilisation encore plus grande qu'elle l'aurait précédée. Je cite: « Nous devons admettre qu'une civilisation a précédé les énormes déplacements d'eau qui ont submergé l'Égypte. C'est ce qui implique la présence du sphinx sculpté dans la pierre sur les falaises situées du côté ouest à Gizeh. Ce sphinx, dont tout le corps de lion, à l'exception de la tête, montre des traces indiscutables d'érosion marine. » Fin de citation. Ne perdons pas de vue que Schweiers de Lubigs a passé plus de 15 ans en Égypte à étudier le sens ésotérique des Medunetcher au point d'être considéré jusqu'à ce jour comme le plus grand spécialiste en la matière. C'est en partie cette stature internationale, cet énorme crédit scientifique dont jouissaient les travaux du savant français, qui ont poussé l'égyptologue John Anthony West à s'intéresser de plus près à cette question des érosions marines. Sur le sphinx, nous apprend Bob Frisell dans Rien n'est vrai dans ce livre, mais c'est ainsi que sont les choses. Je cite: « Un égyptologue du nom de John Anthony West décida, après avoir lu dans le livre de Schweiers de Lubigs en 1972, de faire des recherches sur les marques d'érosion du sphinx. Et il découvrit que cette désagrégation est exceptionnelle, allant jusqu'à 3,50 mètres de profondeur à l'arrière. Il fit venir un géologue américain, Robert Scott, qui l'étudia d'un point de vue géologique et découvrit qu'il ne s'agissait pas de l'œuvre du vent et du sable, mais d'un écoulement d'eau. Il calcula qu'il aurait fallu un minimum de 1000 ans de pluie torrentielle s'écoulant sans arrêt sur le sphinx pour arriver à sculpter ces érosions. La géologie s'oppose maintenant directement à l'archéologie. Comme on estime que le désert du Sahara existe depuis 7000 à 9000 ans, cela signifie que le sphinx est âgé d'au moins 8000 à 10 000 ans. Fin de citation. Donc voir Bob Frisell, rien n'est vrai dans ce livre, mais c'est ainsi que sont les choses pour la référence. À la suite de cette réévaluation de l'âge du grand sphinx, un nombre significatif de chercheurs sérieux ont dû réviser leur position quant au commencement de la civilisation, ou tout au moins de la civilisation égyptienne pharaonique. C'est le constat que fait James Ergun,
qui enregistre dans To Egypt, Land of the Pharaoh, the Desert, the Nile, ceci, je cite, John Arrest, un égyptologue, et Robert Scott, un géologue expert dans l'érosion des roches, ont proposé une nouvelle théorie qui repousse l'âge de la création du grand sphinx de 9000 à 10 000 ans. Fin de citation. Reconnaissons au moins, en toute objectivité scientifique, que la construction d'un sphinx comme celui du plateau de Gizeh ne peut en aucun cas être l'œuvre d'une sous-civilisation de rustres hommes des cavernes, de simples cueilleurs, chasseurs, ignares, seulement habillés de cache-sexe. Ce qui signifie qu'il y a 10 000 ans, comme l'indique la métrologie géologique, la civilisation, avec tout ce que ce mot comporte de prérogatives, était déjà fermement établie en Afrique, du moins dans la vallée du Nil, puisqu'elle parvint à sculpter le grand sphinx de Gizeh, dont nous connaissons toute la complexité architecturale, géologique, mathématique et astronomique. Cette découverte scientifique de taille va dans le sens de l'historien égyptien antique Manéthon de Sébennytos, à qui nous devons, entre autres, la liste des 31 dynasties. À travers son ouvrage aujourd'hui perdu Histoire de l'Égypte. En effet, Barbara Hardclough nous apprend dans Catastrophia, The True Being Changes, que cet historien enseignait les gens preuve à l'appui sur l'histoire de la vallée du Nil, en remontant à une date très reculée dans le passé, à savoir jusqu'à plus de 37 000 ans. Je cite, « Il est dit de Manéthon, scribe prêtre égyptien initié ayant vécu 300 ans après Platon, qu'il connaissait l'histoire de la civilisation égyptienne en remontant jusqu'à 35 525 ans dans le passé, ce qui nous renvoie à 39 000 ans avant Jésus-Christ. Voire 37 050 ans avant Jésus-Christ. Fin de citation. Cette histoire de l'Égypte pharaonique, près de 40 fois millénaire, se trouvait enregistrée dans les archives royales et templières de la vallée du Nil. C'est en consultant ces archives écrites en langue égyptienne que l'historien Manéthon de Sébennytos, l'autochtone de la vallée du Nil, a pu produire et traduire en langue grecque une histoire de son pays afin d'enseigner ses élèves hellènes. Une grande partie de ces archives ont aujourd'hui disparu par les vicissitudes de la vie, pillage, destruction, incendie, etc. Néanmoins, il nous reste quelques artefacts et parmi ceux-ci figurent les papyrus royaux de Turin. C'est Murray Hope dans Atlantis Myth or Reality qui informe que de la valeur inestimable de ce document que les plus éminents spécialistes identifiant comme le plus important de tout en matière de connaissances sur les règnes des souverains ayant précédé le pharaon Narmer. Je cite, Schreier de Lubiggs assure que la meilleure documentation historique sur la préhistoire de l'Égypte est le papyrus royal de Turin. Fin de citation. Ce document d'une importance capitale fut retrouvé intact mais se déchira à son transport. Seules les dernières lignes du papyrus ont pu être sauvées et réussir à parvenir jusqu'à nous, d'après le témoignage du professeur G. Mokhtar dans Histoire générale de l'Afrique, tome 2, l'Afrique ancienne. Je cite, « Trouvé intact au XXIe siècle, il fut si malmené lors de son transport qu'il fut mis en miettes et qu'il a fallu des années de travail pour le reconstituer. » Fin de citation. En effet, il nous donne la liste des rois ayant régné sur l'Égypte avant l'intronisation du pharaon Narmer en 4240 avant Jésus-Christ. Il nous fournit également la durée de règne de chaque dynastie, comme nous pouvons le lire dans Le roi de la théocratie, je cite, le papyrus royal de Turin
donne une liste complète des rois ayant régné sur la Haute et la Basse Égypte, de Ménèse au Nouvel Empire, avec la durée de chaque règne. Parmi eux, les vénérables de Memphis, les vénérables du Nord, et finalement les Shemsu-Or. Heureusement, les deux dernières lignes subsistent presque intactes ainsi que le nombre d'années. Vénérable Shemsu-Or, année 13 420 ans, règne jusqu'au Shemsu-Or, année 23 200 ans avant notre ère, total 36 620 ans, roi Ménèse au total 36 620 ans. Fin de citation. En résumé, nous avons le roi Narmer, dont le règne remonte à 4240 ans avant Jésus-Christ, les Shemsu-Eru, dont le règne remonte à 13 420 ans avant Narmer, soit à l'an 17 660 avant Jésus-Christ, les vénérables de Mennefer, vénérables du Nord, dont le règne remonte à 23 200 ans avant les Shemsu-Eru, soit 36 620 ans avant Narmer, c'est-à-dire à l'an 40 860 ans avant Jésus-Christ. Cette chronologie cadre parfaitement avec les informations fournies par le prêtre égyptien pharaonique Manéthon de Sébennytos. Mais surtout, précisons qu'il s'agit bien là d'histoires et non de récits à caractère fictionnel. D'ailleurs, les actes du 15e Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique à Paris sont catégoriques à ce sujet quant à l'historicité et l'humanité réelle des Shemsu-Or. Nous citons, en proto-histoire égyptienne, on appelle cette bande humaine les Shemsu-Or, ce qui signifie les suivants d'Horus, parce que leur dieu était Horus et leur enseigne le faucon, l'oiseau d'Horus. Fin de citation. 15e Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique, 5e session de l'Institut international d'anthropologie Paris, 20-27 septembre 1931, page 318, pour la référence. Non seulement l'historicité des Shemsu-Eru, suivant d'Horus, entre parenthèses, des vénérables de Mennefer et des vénérables du Nord, est avérée, mais les dates accompagnant leur règne sont à nouveau confirmées par les dernières découvertes archéologiques rapportées par George Richard dans Journey into Time, où il cite dans son livre Secret of Great Pyramid, Peter Tompkins parle d'une découverte faite par les archéologues soviétiques durant des fouilles effectuées au barrage d'Aswan. Les inscriptions semblant y couvrir une période de 35 525 ans, ce qui est équivalent à 25 cycles de 1461 ans. L'apparente différence d'un de ces cycles est due au cycle zodiaque, qui est l'équivalent du cycle civil de 1461 ans. Selon Muck, il existe 3 cycles principaux, un de 365 fois 4 égale 1 égale 1460 ans, un autre de 1460 fois 25 égale 36 500 ans, et enfin un troisième de 36 500 fois 5 égale 182 500 ans. Fin de citation. En nous fondant sur la datation géologique du Sphinx de Gizeh, nous sommes obligés de reculer le commencement officiel de l'histoire à 10 000 ans avant Jésus-Christ, soit un âge presque 2 fois supérieur à ce qui est établi par la pensée dominante. En nous basant sur les dépositions historiques de Manéthon de Sébennytos et sur le papyrus royal de Turin, cette date doit encore être reculée jusqu'à moins l'an 40 860 ans avant Jésus-Christ, soit un âge 7 fois supérieur à ce qui est communément admis.
En nous appuyant sur le troisième cycle du calendrier égyptien, qui court sur 182 500 ans, les débuts de l'histoire sont renvoyés à au moins l'an 178 260 ans avant Jésus-Christ, soit presque 30 fois l'âge de l'histoire officielle décrétée par la bien-pensance occidentale. Aussi, une vraie histoire de la civilisation fondée sur la documentation autochtone africaine fait remonter les débuts de celle-ci à des antiquités que le Kidam occidental ou occidentalisé pourrait hâtivement qualifier d'improbables tant ces débuts sont éloignés dans le temps. Aussi, dans la conception africaine, parler d'un des épisodes de l'histoire de la tribu de Shabazz d'il y a 50 000 ans s'accorde parfaitement avec notre chronologie autogène et paraîtrait presque anecdotique, vu ne serait-ce que les 128 260 ans, donc 128 260 ans, excusez-moi, qui séparent cet événement du commencement du calendrier du troisième cycle égyptien.